La leçon introductive sera donnée par Gaëtane Lamarche-Vadel, qui est philosophe de formation, qui est chercheur et enseignante, a été chercheur au CERFI de 1973 à 1980. Vous me corrigez si je me trompe, Gaëtane, le CERFI, c'est le Centre d'études, de recherche et de formation institutionnelle. Voilà, c'est bien ça. Vous avez enseigné à l'Université de Paris 8 ainsi qu'à l'École d'architecture de Paris-La Seine. Vous avez été professeur d'esthétique, de philosophie esthétique, et c'est un peu à ce titre que vous êtes avec nous ce soir, à l'École nationale supérieure d'art de Limoges et de Dijon. Je cite votre dernier ouvrage, Chronique du chantier de l'Arsenal, publié par l'École nationale supérieure d'art de Dijon en 2013. Des presses du réel. Et des presses du réel. Comment s'est imposée la marque des artistes dans l'espace urbain? Et en préparant les choses ensemble, vous m'avez dit que c'était moins évident qu'il n'y paraît. En fait, jusqu'au XIXe siècle, l'art dans la ville était essentiellement des monuments de commémoration, d'événements, ou qui célébraient des hommes parce que c'était des rois, c'était des princes, ou après la Révolution, des hommes de valeur. Hein. Ces monuments, oui, monument, ça veut dire, ça vient de monéo, qui veut dire se remémorer. Et c'est le monument depuis la colonne Trajan, ça a cette fonction de transmettre des moments de l'histoire aux habitants. Et en plus, après la Révolution, surtout, ça a marqué l'espace. C'était un marqueur des baliser l'espace. Et vous voyez que à la Nation, à la République, vous avez des monuments qui ont été faits dans les endroits vides et qui n'étaient pas marqués par la royauté. Et donc, ça a marqué un nouvel espace de la République. Et donc, pour dire que jusqu'au début du XXe siècle, ça a été comme ça. Et la transformation des villes industrielles, après la destruction des villes après la guerre, la reconstruction, et ensuite la désindustrialisation des villes a transformé aussi les façons dont les artistes vont intervenir dans les villes, et de leur côté aussi, les artistes, les sculpteurs, hein, vont entreprendre, ou il va y avoir des pratiques complètement différentes de l'espace. Du socle, comme du sous-sol, comme des matériaux, et aussi du temps. Parce que il va y avoir de grandes transformations, donc à la fois des pratiques et des transformations de la ville, et ils vont se composer les uns avec les autres, et aussi une grande transformation du rapport au temps, puisque tant qu'au XIXe siècle, c'était des œuvres pérennes qui étaient construites, et au XXe siècle, on va avoir des œuvres dites pérennes, il va y avoir encore des commémorations, il va y avoir encore des marquages de l'espace, mais il va y avoir beaucoup aussi d'œuvres intermittentes, temporaires, des œuvres éclatées, des œuvres invisibles, et des œuvres dont la visibilité va être aussi intermittente. Donc c'est beaucoup de transformations, et le rapport des œuvres à la ville, des artistes à la ville va être extrêmement varié. Et ça va refléter aussi une différenciation des villes, du centre, des quartiers, des villes tentaculaires, etc. Des villes qui deviennent elles-mêmes aussi, parfois il y a énormément de mobilité dans les villes, et les artistes vont travailler, vont se connecter, vont être sensibles à tous ces aspects de la ville avec lesquels, en effet, ils vont composer. C'est pour ça que je préférais l'idée d'articulation, de composition, de combinaison, plutôt que de révélation. Bien que ça révèle, mais ça va aussi, ils vont faire quelque chose avec. C'est pas simplement pour révéler, c'est aussi pour construire avec ces différentes dimensions. Ça n'arrive pas comme ça, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard. Il y a des commandes, donc des commandes, il y en avait déjà au XIXe siècle et au XVIIIe, etc. Mais maintenant, il y aura des commandes, mais il y a aussi des cartes blanches.
C'est une association, des associations. Je pense que la prochaine fois, on vous parlera des nouveaux commanditaires. Mais ça peut être aussi, comme ça a été des associations, des laboratoires, des cartes blanches, des festivals aussi, des nuits blanches qui vont aussi commander pour 2 jours une œuvre à un artiste. Et puis il y aura aussi des artistes clandestins qui s'infiltreront dans la ville. J'ai commencé par le 1% qui est une œuvre qui est liée à l'architecture. Parce qu'en effet, les premières œuvres, elles sont très... L'œuvre d'art est très liée à l'architecture. Les 1% de la construction, dédiée aux artistes, ça c'est une œuvre de Boltanski, des années 74 à Dijon, dans un collège Lantière. Il avait demandé à tous les élèves de venir avec une photo de leur choix et qui montrait... pas comme la photo de classe où ils sont tous pareils, non, au contraire, diversifiés avec les coiffures ou même des objets qui leur tenaient à cœur. Une autre, avant le grand tournant des villes nouvelles, une autre image, c'est dans la rue de Belleville, où on voit en fait une œuvre de Ben, il faut se méfier des mots, à droite une œuvre de Jean Le Gac, ce sont des œuvres qui ont été réalisées en 85-86, on est encore proche de la Simèze, on est encore proche du mur Pignon, mais quand même en bas, alors on se verra peut-être mieux, voilà, en bas une place qui a quand même été redessinée pour lui donner un caractère de place, et vous voyez sur la droite une ligne qui a été peinte, en fait c'est presque un trompe-l'œil pour faire un pendant à l'œuvre, au muret de gauche, pour vraiment signaler la place, c'est-à-dire où se tenir, il y a d'une certaine manière abrité, qui donne des limites et en même temps des ouvertures à l'espace, et au fond un luminaire. Et ces 3 arbres avec des bancs qui marquent vraiment un lieu où on peut venir voilà, abriter. Un refuge. De lecture, on peut nicher. Voilà, c'est ça, de conversation, etc. Donc, voilà. Alors, ça, c'est des œuvres de 85. Et en effet, il va y avoir un grand tournant avec les villes nouvelles parce qu'une personne qui s'appelait Monique Faux, qui était justement la conseillère en arts plastiques dans les villes nouvelles, a fait cette proposition, mais qui était une espèce d'engagement en fait dans l'architecture et dans les villes nouvelles, de rassembler tous les 1% pour permettre d'avoir une œuvre plus conséquente, plus importante, d'une amplitude, d'une envergure plus grande, et elle a été vraiment le fer de lance du nouveau rapport de l'art et de la ville, de l'art et de l'architecture, grâce à un budget plus important, et aussi parce qu'elle a beaucoup fait pour que l'artiste ne vienne pas comme de le 1% quand l'architecture est terminée, mais pour que l'artiste soit invité au moment même de la conception de l'architecture. Oui, mais là, c'était possible parce qu'effectivement, l'art et l'architecture marchaient d'un même pas ou d'un même rythme. Voilà. Oui. Parce qu'il y a une histoire ancienne donc, de l'art et de l'architecture. N'oubliez pas que le socle, c'est une colonne tronquée. Donc il y a une histoire, effectivement, de cette relation, et que dans les villes nouvelles, comme elles étaient en train de se construire, on pouvait marcher ensemble, demander à l'artiste de venir travailler avec... l'architecte. Là, c'est une école d'ingénieurs de Perrault avec une flèche de Kowalski. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'entrée qui est un espèce de grand vide qui est une concavité, une espèce d'abri, presque l'amorce d'une place, et qui vient se prolonger par cette espèce de cercle dans lequel est plantée la flèche qui a quand même 32 mètres, qui est en acier, et qui est plantée de façon à de faire un angle de 42 degrés qui correspond à la latitude du lieu à Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne étant donc à Marne-la-Vallée. Et le socle est en fait une lave noire qui vient du Massif central et qui est ondulée pour
rappeler la terre, en fait. Donc, voilà. Et en plus, c'est au carrefour. Donc, on a ce prolongement, en fait, de l'entrée et de la place, comme si c'était une même chose. Et en même temps, c'est l'entrée de la ville, de la cité Descartes. Donc, on a cette double articulation avec la ville. C'est une entrée de ville. Et en même temps, c'est une prolongation de l'entrée de l'école des ingénieurs d'électronique. Donc voilà, où on voit mieux le socle qui est donc d'une terre et à droite la ville. Alors j'ai voulu aussi rappeler cette chaud moment, connaît, qui donc Buren de l'année 86 et qui est une première commande publique. Avec un budget de la commande publique, ce qui a aussi favorisé la présence de l'art dans la ville, c'est la création d'un fonds de commande publique. Mais c'est le contraire de la ville nouvelle, ça. Hein. On est dans un cœur historique, là. Hein. Alors, oui, mais on est dans un esprit de commander des œuvres importantes dans une ville à un artiste et qui va concevoir tout autrement que d'habitude l'œuvre, puisqu'il va travailler sur le sous-sol. Cette œuvre-là, c'est une œuvre qu'on appelle in situ, c'est-à-dire que ça soit les colonnades, toutes les colonnades, que ça soit l'espacement entre les colonnades et le damier qui est dessiné au sol, il est calculé sur les colonnades de la galerie d'Orléans. Les colonnes sont en face, enfin les colonnes de Buren sont en face des colonnes de chacune des colonnades, et l'espacement, la largeur du damier, il est aussi calculé sur les espaces des colonnes, y compris une colonne. Ça, c'est très, très important. C'est une façon de s'inscrire dans le lieu. Et cette inscription dans le lieu, cet art in situ, marque absolument toutes les œuvres à partir des années 80. Ça vient du land art, ça vient de l'art minimal. L'art ne s'inscrit plus d'une manière arbitraire dans l'espace. Il a une relation, il noue une relation avec la construction, avec des éléments de l'espace. Et il y a aussi on a un autre élément, c'est qu'il y a un sous-sol, et ça c'est très important, c'est aussi un élément nouveau de la sculpture, qu'on n'est pas simplement, les artistes ne vont plus ériger, mais ils vont aussi fouiller, ils vont aussi creuser. Et ce qu'a fait Buren, il a creusé, vous voyez les tranchées de lumière, hein. En fait, ce sont là où on voit les colonnes qui sont le plus enfoncées et une fontaine qui coule dans ce sous-sol, dans cet espace creux. Et donc, il y a les colonnes, il y a le sous-sol, il y a la fontaine, et il y a aussi de la lumière pour que ça soit visible de nuit. Et aussi, c'est assez compliqué comme construction, parce que si vous y retournez et que vous faites attention, vous verrez que le sol est convexe, et en fait, le sous-sol, il y a une déclivité du sous-sol. Et la hauteur des colonnes est un résultat, en fait, entre la déclivité du sous-sol sur lequel glisse l'eau et la surface qui est bombée. Et là, on voit mieux peut-être la relation entre les colonnes anciennes et les colonnes nouvelles. Et ce n'est pas des colonnes, ce sont des polyèdres. Je vous pose une question, je vous interroge. J'ai pas l'impression qu'on nous ait expliqué tout ça au moment où... on nous explique... On aurait peut-être mieux compris, non? On nous expliquera... Buren, c'est quelqu'un d'extrêmement précis, qui s'inscrit complètement dans l'histoire de la sculpture et qui est plutôt en avant-garde, même souvent dans la sculpture, et qui fait quand même qui est aussi extrêmement précis, un peu aussi mathématicien, parce que ça, c'est quand même une structure assez complexe. Alors, j'ai voulu, ça, c'est très, 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 très différent, mais on est aussi dans l'architecture, hein. Là, il s'agit de l'Holocauste qui a été à Berlin, au centre de Berlin, dans la rue Hannah Arendt, dans cet espace, qui était l'espace du mur,
et qui donc, quand il a été détruit, il y a une grande surface qui a été libérée et a été pendant 10 ans la conception d'un monument, d'une commémoration aux 6 millions de Juifs qui avaient été, qui sont morts. Donc il y avait cette idée d'un mouvement, alors là, d'un monument de commémoration, et c'est Zeiman, donc qui est un architecte américain qui a fait cette architecture. En fait, c'est à la fois de l'art, c'est à la fois de l'architecture, c'est à la fois une ville, c'est quelque chose. Donc c'est beaucoup de 19 000 mètres carrés et 2700 blocs que vous voyez, et chacun une dimension différente. Ils sont basculés différemment, ce qui fait qu'on peut les dominer, mais comme on peut être aussi complètement à l'intérieur donc de cette ville. Et il a voulu aussi. Alors il y a aucun. C'est à la fois une ville, c'est à la fois un cimetière, c'est à la fois parce que c'est des blocs de béton. Il n'y a aucune inscription et c'est chahuté comme certaines stèles peuvent l'être dans le cimetière juif. Et en même temps, il a voulu quelque chose qui soit instable, comme pour que celui qui se remémore à ce moment-là, ce qui s'est passé, perde aussi de sa stabilité. Il y a une volonté de tangage, et qui est donc exprimée là sur une surface évidemment beaucoup plus importante que la précédente, mais c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans la ville, là, et qui joue surtout avec la mémoire, mais dans sa surface, et puis dans un peut-être rappel, écho avec les architectures qui sont autour, dans la mesure où ça a quelque chose aussi de la tour ou du mur. Du mur, oui. Une autre, toujours dans cette mouvement des villes nouvelles, là on est à la place de la Défense, au plus bas de l'esplanade de la Défense, et c'est une sculpture alors, beaucoup plus légère, moins architecturale, mais qui s'inscrit complètement dans le lieu architectural, puisqu'elle est dans le prolongement à la fois de l'arche qui est derrière et je ne sais pas si on le voit mieux ici, non, qui est de l'Arc de Triomphe. Ce que je trouve intéressant dans cette image, parce que c'est dans un bassin, Tarkis, qui est un autodidacte, mais qui a travaillé beaucoup avec les choses qui sont à la fois électroniques et cinétiques, a fait des sortes c'est des sémaphores, hein, des signaux qui pourraient être sur des voies ferrées et qui sont là avec des lumières intermittentes et qui sont en résonance avec les lumières du contrebas qui sont les lumières de la ville. Donc on est à une hauteur et là il y a un lien qui se fait avec l'avenue qui va vers on est à Neuilly, qui va de Neuilly vers là. Et donc c'est un jeu de lumière et c'est intéressant de savoir que les premiers signaux qu'il a fait c'était en cordes de piano et qui vibraient avec le vent. Et donc là on a ce dessin aussi d'une sinusoïde, là, et bien que métalliques, ces signaux aussi vibrent et sont souples. Ils sont sonores aussi. Et ils ont une petite chose sonorité. Aussi, voilà. Et c'est une œuvre pérenne. Elle est toujours là. Pérenne. Oui, elle est toujours là. Ça fait jour de fête, je trouve. Oui, il y a quelque chose qui est de la fête. Et de très fragile aussi. On verra d'autres œuvres qui sont très délicates et fragiles par peut-être un rapport à ce qu'on a vu. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander tellement elles sont fragiles. Est-ce qu'elles sont surtout que le vent souffle à la Défense. Tarkis est arrivé après la Défense, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'était. Oui. Cette œuvre, c'est en même temps. En même temps. C'est des œuvres là qui ont été réalisées parce que elle est de 88. Oui. Donc c'est un peu sorti de terre déjà. C'est des œuvres qui ont été pensées, en tous les cas,
Il y a une œuvre de Kowalski aussi derrière, qui ont été pensées en même temps que la construction par l'établissement public d'aménagement de la Défense, entre autres. Et là, alors, on va passer à une autre forme de... Excusez-moi, il faut la voir la nuit, cette œuvre? Moi, je trouve qu'elle est plus belle la nuit. Parce qu'il y a une... À cause de le fait qu'elle clignote, hein, et de ce rapport à ce qui clignote de loin aussi, qui sont les phares des autos, je trouve qu'il y a quelque chose, et là aussi un peu d'intangible, d'immatériel, hein, qui donne encore plus de poésie à cette œuvre, hein, le fait qu'elle clignote avec les phares de voiture. Je voulais passer à une autre forme d'intervention, d'inscription dans la ville, qui s'intéresse, qui est lié à l'architecture, mais qui est absolument tout autre chose. Et c'est Christo, que tout le monde connaît, j'imagine. C'est l'emballement ou l'emballage du Pont-Neuf. Alors c'est plus ancien, ça date, enfin c'est 85 aussi. Oui, c'est pas jeune. Hein. Donc, alors ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, mais le Takis aussi, hein, c'est 88. Donc c'est un peu les mêmes dates, mais là la démarche est totalement différente. Donc Christo, d'origine bulgare, mais qui est américain, et qui a emballé énormément de choses, qui a emballé des côtes, qui a, en Californie, tendu des grandes bâches dans des grandes plaines. Oui, il s'en prend à la nature. Hein. Il s'en prend à la nature, voilà, souvent. C'est ça. Hein, voilà. Il travaille, il donne des nouvelles échelles au paysage, et aussi il emballe des monuments, et qui va transformer la perception qu'on a de la ville quand cette chose apparaît comme quelque chose comme un blanc dans la ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un des seuls artistes à financer entièrement ses œuvres. Donc ce ne sont pas des commandes, mais il demande des autorisations, ce qui généralement implique beaucoup de temps. Puisque ça veut dire qu'il fait des dessins qui doivent convaincre la mairie, les élus, etc., de faire quelque chose sur un patrimoine. Évidemment, aussi, tous les gens du patrimoine doivent donner leur avis. Enfin, c'est beaucoup de conviction, on doit déployer beaucoup d'énergie pour avoir l'aval. Et quand des gens qui en charge l'espace public, et comment ils financent, en fait, en vendant des dessins, des collages, des maquettes de ces œuvres. Et des petits bouts de tissu aussi. Hein. Alors, les petits bouts de tissu, il les a vendus après aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il travaille. Par exemple, pour le Pont-Neuf, c'était, un ordre d'idée, 13 km de cordes, 10 entreprises, 12 ingénieurs. Il y avait 200 personnes sur le site, 40 000 carrés de toile fabriquée dans une usine à Armentières. C'est une toile polyamide réfléchissante. Et qu'il a travaillé aussi avec des alpinistes et des hommes grenouilles pour attacher la bâche sous l'eau aux piles, et pour tendre la toile, il avait demandé à des alpinistes de venir travailler. On peut se demander à quoi ça sert, et moi j'ai envie de vous dire, ça m'a laissé un souvenir extrêmement festif de cette ville quand même, non? Ça sert à ça aussi, le travail de l'artiste? C'était joyeux, c'était Noël, c'était cadeau, c'était... je ne sais pas ce qu'en pense la salle, mais... En fait, moi, je dois dire, je n'ai pas vu celle-ci, j'ai vu le hashtag qui a été emballé, mais ce qui est sûr, je crois que c'est... alors, soit il y a des gens qui sont vraiment pas contents, qui trouvent que ça ne sert à rien, d'autres qui pensent qu'en effet, c'est une autre perception de l'architecture, puisqu'il y a toutes les modénatures
disparaissent. Et puis il y a toute la préparation quand même qui est effectivement très festive, parce que 200 personnes et de voir aussi on voit vraiment les ouvriers travailler, les ingénieurs, les alpinistes, et tout d'un coup, parce que c'est quelque chose qu'on oublie aussi, peut-être la dimension très matérielle aussi de l'œuvre, très constructive de l'œuvre, où il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent. Il y a de la poussière. Hein. Et il y a de la poussière, etc. Parce qu'après, l'œuvre, elle est belle, etc. Mais je crois que c'est intéressant aussi de voir des œuvres à différentes époques. On la voit toute démoulée, toute finie, mais c'est intéressant, on comprend peut-être mieux aussi le travail d'un artiste quand on voit les différentes étapes d'un retravail. C'est pour ça que j'ai... voilà, vous voyez, les plissés qui ont été... Tous les plissés ont été pensés auparavant. Hein, tout a été pensé, toutes les œillets dans lesquels passent les cordes ont été pensés. Enfin, c'est un énorme travail de conception préalable pour que vraiment, quand les ouvriers n'ont qu'à faire, ça marche, quoi. Tout rentre dans l'ordre et dans la conception qu'il avait de ses plis. Et c'est vraiment, évidemment, autre chose que l'on voit. Là, c'était le Reichstag, donc à Berlin aussi, dans le même endroit, enfin, dans un endroit similaire qu'on a vu tout à l'heure, puisque, en fait, c'était situé juste... le Reichstag était juste devant le mur passait juste derrière. Et ce qui était intéressant, quand on prenait le métro, qu'on voyait ça, on avait un trou dans la ville. Au lieu d'avoir une architecture, on avait un blanc. Et voilà, je trouve que c'était... Donc ça recompose, ça fait bouger les relations des architectures ou des paysages, des éléments les uns avec les autres. Et j'avais... alors oui, ça m'intéressait parce que là, j'avais une image justement des ouvriers, la même chose, hein, qui ont travaillé à tendre les cordes. Ils étaient nombreux, attachés à des mousquetons. Et autre élément que je trouvais aussi intéressant, c'était toujours le Reichstag, sur lequel l'architecture, Christo généralement la remodèle, parce qu'il ne faut pas abîmer la pierre. Donc généralement, il y a des structures en fer sur lesquelles va être tendue l'étoile. Et en fait, là, on voit les croix, un peu une sorte de cimetière des gens qui avaient passé le mur, hein, et qui étaient morts à cet endroit-là. Donc c'est voilà, un rappel du lieu où avait été construit, était situé le Reichstag. Et pour moi qui l'ai vu, le fait d'emballer le Reichstag, ça voulait dire beaucoup de choses sur un monument, enfin une fête funéraire. C'était peut-être, c'était dans les années 95. C'était la fin de toute cette année, de toutes ces années où l'Allemagne de l'Est était coupée de l'Allemagne de l'Ouest, de toute après le nazisme, il y avait tout le stalinisme, et en même temps, c'était comme si on pouvait... il me semble qu'il y avait quelque chose de très symbolique, l'art, qui pouvait être à la fois festif, mais qui était aussi une façon peut-être de blanchir un monument, de recommencer à zéro, quoi, comme si c'était aussi un acte très symbolique où on efface pour peut-être recommencer une nouvelle période historique. Ça, c'est une œuvre de Joren Gertz, à qui la France avait demandé une œuvre. Et il s'agissait d'un monument aux morts, hein, de la Première Guerre, hein, et qui devait être restauré, refait, un vieux monument aux morts. Et Joren Gertz, donc c'est en Dordogne, à Biron, et il a, plutôt que de refaire un monument moderne, en fait, toujours avec son obsession de la mémoire, de la guerre, etc., en fait, et il aime beaucoup travailler, non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les gens. Généralement, toutes ces œuvres sont élaborées avec des questionnaires, avec une participation des gens qui habitent le lieu où est passée la commande. Donc là, en fait, il a travaillé avec les gens de Biron.
Et en fait, il leur a demandé ce qu'ils pensaient de la guerre. Et est-ce qu'il y avait un monument, une œuvre pour la liberté, ou enfin une œuvre qui valait le coup de mourir, en fait? Est-ce qu'on pouvait mourir pour une action, voilà, est-ce qu'on pouvait encore mourir pour quelque chose? Et les phrases qu'il a recueillies en allant dans chaque famille, il les a inscrites sur ces petites plaques émaillées. Et il a inscrit il a inscrit une des phrases des réponses qu'il a récoltées, qu'il a collectées. Et ce qui lui paraissait aussi intéressant, c'est que dans ce village, il y avait des gens de souche, de longtemps, qui habitaient depuis la Dordogne depuis longtemps, mais il y avait aussi des émigrés, il y avait eu aussi des Espagnols, et que entre les Espagnols et les immigrés, il y avait évidemment, il y avait eu des conflits. Et que le travail qu'il a fait avec ces gens-là, avec tous ces gens-là d'origine qui pouvaient être différentes ou qui avaient des relations à la ville différentes, il les remettait, certains ayant travaillé chez les autres, ayant été des domestiques, etc. En fait, il leur donnait une égalité de parole, une égalité de dignité, une égalité aussi par rapport à ce qui peut être, par rapport à la croyance et de la valeur la valeur d'un acte par rapport à la mort. Il leur donnait une égalité quand il les inscrivait sur ces plaques qui sont toutes mises sur ce monument aux morts, et donc c'est un monument aux vivants, qui parle aux vivants et qui donc égalise la parole de chacun, et qui, en fait, est un regard sur la mort ou une pensée sur la mort à l'adresse des vivants et dite par des vivants. Donc là aussi, c'est des actions artistiques dans l'espace. Là, il y a un minimum de matière, mais par contre, il y a beaucoup de travail, de relations, de concertation, d'intérêt, de questionnement des gens qui vivent là. De proximité, oui, oui. Donc, je connais, c'est Saint-Nazaire. Donc, ce sont là, ce que je vous montre, ce sont des œuvres qui ont perdu d'une certaine manière leur monumentalité telle qu'on pouvait l'entendre au XIXe siècle, qui ont pris soit qui sont temporaires, celles de Christo, qui sont à la fois matérielles et immatérielles, comme celle de Biron, puisque la phrase est matérialisée sur la plaque, mais en même temps, ce qui est dit, c'est une pensée, c'est du langage, et relativement discrète. Là, c'est une œuvre là, de Varini, qui est un artiste suisse-italien, et qui travaille beaucoup en France et qui travaille essentiellement en fait avec l'architecture, mais avec la peinture, qui travaille sur des processus optiques. Il trace des figures dans un tunnel ou il en avait fait place du Panthéon, dont la figure ne va être visible que d'un seul point de vue, c'est-à-dire comme le point de vue de la Renaissance, d'un seul point de vue, on verra bien l'œuvre qui est peinte. Et lui, il éclate la figure dans la ville. Alors vous voyez ici, par exemple, que tous ces petits rectangles rouges qui sont peints sur un silo, qui sont peints ce sont les sur des usines, Saint-Nazaire, etc. Oui, c'est à Saint-Nazaire, dans le port de Saint-Nazaire. Et cette œuvre, en fait, elle a été commandée au moment d'un festival de Saint-Nazaire. Parce qu'il y a des biennales.
Et je ne crois pas me tromper, que c'est une biennale, c'est à l'occasion d'une biennale de Saint-Nazaire que cette œuvre a été commandée et elle a été pérennisée tant, les gens ont trouvé intéressant cette œuvre. Donc, encore d'autres éléments. Alors, on la retrouve un peu au fil du regard, c'est voilà. ça, hein? Donc, par touche. Voilà, c'est ça. C'est une balade. Quand on se balade, on voit ces différents éléments rouges. On ne sait pas ce que c'est. C'est des triangles rouges. Et d'un certain point de vue, on voit l'ensemble de l'œuvre, une ligne donc avec ces différents triangles. Donc si vous voyez, puisque vous avez vu avant l'éclatement, les morceaux, vous les voyez, vous pouvez reconnaître qu'ils sont sur des silos de la ville ou sur une usine, etc. Donc c'est à la fois quelque chose qui se fait, qui se défait dans la ville, donc qui tient compte de l'architecture, enfin qui travaille avec l'architecture et qui travaille avec la ville en tant qu'elle est une et en tant qu'elle est aussi dans laquelle on s'y promène, donc elle est profonde et elle est éparse aussi. Donc toujours des façons de regarder la ville, de penser la ville, mais aussi d'avoir soi-même un travail artistique, d'avoir soi-même une recherche, ce travail, sa liberté d'artiste. Sa liberté d'artiste, son travail d'artiste sur, par exemple, tous les processus optiques. Et ça, c'est vraiment son travail, et il l'articule, le combine avec la ville, et finalement, la ville va enrichir justement et va complexifier en fait ce travail optique. Un autre artiste assez peu connu, et moi que j'aime vraiment beaucoup, et là aussi on est dans une espèce de fragilité, d'intermittence, c'est David Bueno, qui vit à Paris mais qui est breton, et qui a toujours travaillé avec la lumière. Donc généralement, là ça va être une commande publique, mais c'est une commande publique finalement d'essence aussi très, très légère, puisque ce sont des murs de schiste dans lesquels l'artiste a incrusté des pavés de verre qui vont capter et disperser d'une certaine façon le spectre lumineux. Et à certaines heures, dans le vert va ne passer que le rouge ou que le jaune ou que le vert. C'est évidemment un travail, et ce n'est pas du tout du hasard, parce qu'il a construit ces murs, il les a inclinés en fonction de la position du lieu, en fonction de la position du soleil qu'il sait être tel moire, comment l'inclinaison des rayons vont venir taper dans les verres, et que le prisme là va intercepter juste du spectre lumineux les rayons rouges, on pourrait dire. On imagine qu'il connaît le terrain depuis longtemps, non? C'est un travail qu'il fait chez lui, là, à chaque fois. Non, oui. Enfin, ça, c'est Rennes, et c'est une œuvre complètement nouvelle dans le parc de Beauregard, qui est un nouveau parc entouré de maisons, d'immeubles, et on lui a commandé, une œuvre. C'est un terrain qui est en pente, il a disposé ses murs, et il a incrusté ses pavés, et donc à certaines... Ça marche, ça plaît et ça marche. Mais c'est absolument magique. Alors, il travaille aussi, il fait des 1% aussi dans des lycées, et c'est complètement magique parce que tout d'un coup, il y a un embrasement bleu ou un embrasement rouge, et puis ça dure pas très longtemps, quoi. Alors, lui, sait que tel moire, tel jour, on pourra avoir du vert à cet endroit-là, etc. Les gens aussi, du reste, peuvent apprendre. Et du reste, il avait fait un éphéméride où il demandait aux gens de dire quel jour et dans quel mur il avait vu du rouge ou du vert, etc. De façon à ce que les gens se repèrent et voient que le bleu apparaît à des moments en fait récurrents, enfin
de l'année. Et ce qui est magique, évidemment, parce qu'il n'y a rien, et puis tout d'un coup, il y a un embrasement, tout d'un coup, il y a une apparition. Et c'est aussi... les murs sont assez beaux, du reste, assez discrets, mais tout d'un coup, cette lumière, c'est un don du ciel, quoi. Et c'est cette façon de se relier au ciel qui est aussi ça, c'est vraiment la lumière. La lumière, c'est vraiment la position de l'artiste, l'intérêt de l'artiste de travailler avec des éléments, on pourrait dire, cosmiques. Enfin, comme on l'avait vu avec la flèche de Kowalski, qui aussi donnait une latitude. L'artiste travaille avec le paysage, travaille avec les éléments de la ville, mais dans la ville, il y a le ciel aussi. Dans la ville, il y a la lumière. Dans la ville, il y a le silence. Les artistes travaillent avec tous ces éléments-là. Hein, c'est vraiment des composantes sensibles pour les artistes, et ils se saisissent de ces composantes sensibles pour faire quelque chose avec. Alors, pour révéler et en même temps pour composer avec. Une autre œuvre qui est très dans l'éphémère aussi. Il s'agit à Ivry, et on est dans un autre cas de figure, parce que c'est des étudiants qui avaient fait leur diplôme de Beaux-Arts en 5e année, et qui l'avaient fait in situ, dans la ville. Et certains habitants dans les bâtiments de Renaudie voyaient qu'il y avait une butte qui était complètement à l'abandon, très crade, et où les chiens allaient, et c'était vraiment un no man's land, avaient décidé de la transformer en y plantant des coquelicots. Et avec l'accord du directeur des Beaux-Arts, avec l'accord du CREDAC, qui est un centre d'art contemporain à Ivry, avec l'accord des services municipaux, parce qu'ils ont aidé aussi à réaliser ça, les étudiants qu'on voit là en train de nettoyer la butte, et ensuite, grâce à des vaporisateurs ou de la ville, ils vont semer donc toute la butte de coquelicots, qui deviendra donc une butte aux coquelicots en juin, quelque chose comme ça. Et donc c'était voilà, une œuvre complètement à la fois éphémère, temporaire, etc., qui a dû peut-être refleurir une autre année, et puis après... C'était très spontané, quoi. Voilà, enfin, spontané, mais en même temps, dans l'art, le construit. Spontané, ça n'existe pas. C'est toujours toujours énormément de travail préalable, de conception, et ensuite de réalisation. Et la réalisation, c'est toujours en fait organiser des équipes, et puis organiser, orchestrer, de sorte que ça donne un résultat plus que rien. Et ce qui était assez joli aussi, c'est que les coquelicots ont essaimé aussi sur les balcons et des habitants de Renaudie, puisque souvent, comme il y avait des pointes dans des maisons de Renaudie, il y avait aussi pas mal de jardins voilà. Et il a fait là aussi à Berlin, puisque Jan Kopp, alors ça, c'était dans les années 80 la butte, et il a refait ça aussi plus tard à Berlin, toujours dans cette bande de murs d'espace blanc, une vraie friche qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Quand on a enlevé le mur, il a refait ça parce qu'il lui semblait que ça avait encore plus de force ici, dans la mesure où les coquelicots ne poussaient pas toujours bien, parce que c'était un espace de mort, et c'est important que ça ne pousse pas bien, et en même temps que les pavots étaient en Orient le symbole aussi de la mémoire, et il avait donc sur un certain étendue semer des coquelicots pour transformer cette... Alors, je vais peut-être quand même... C'est une œuvre qui je trouve très intéressante de Thomas Hichhorn, qui avait créé un musée précaire albinet à Aubervilliers, en face de Cité. Il a fait un musée donc
vous le voyez, de carton et de tiges de bois. Dans ce musée, il avait exposé des œuvres qui sont conservées à Beaubourg. Et chaque semaine, il y avait une nouvelle œuvre. Et donc, dans ce musée qui est fait... Alors, là où étaient les œuvres, c'était quand même un container. Mais autour, il y avait des salles, c'est un bistrot. Ça, c'était l'entrée. Là, il y avait une bibliothèque. Il y avait à côté une salle aussi où on pouvait manger. Il y avait des ateliers d'écriture. Et tout ça a été construit avec les habitants qui habitaient la cité en face. Ça a été gardé par les habitants en face. Même les éducateurs étaient contre. Et Beaubourg a prêté dans ces conditions-là ? Et Beaubourg a prêté. La réassurance, la Lloyds est venue, demandant à ce que les grilles soient fermées. Ichern a dit il n'en est pas question, il n'y aura pas de grille, et l'ouverture, elle sera ce qu'elle est. Et c'est une conjonction, une harmonisation, un accord entre donc le laboratoire d'Aubervilliers qui avait donné la carte blanche à Ichern, la région, la ville, les conservateurs, les flics, etc., qui ont un moment accepté quelque chose qui est inimaginable. Puisque c'est quand même les loulous qu'on dit toujours être les délinquants à qui on a confié le gardiennage des œuvres, des chefs-d'œuvre. Donc je trouve là, c'est vraiment... Et ça, c'est un vrai travail. Ichern voulait que des œuvres, soi-disant, effectivement. Et elle avait choisi en plus tous les Malevich, le Corbusier, des œuvres qui ont compté comme dans l'histoire de l'art, comme des avant-gardistes de l'histoire de l'art. C'est ceux-là qu'il avait choisi pour les montrer à des gens qui ne vont jamais dans les musées. Donc il avait fait un musée pour eux et qui leur demandait de construire et de garder. C'était gardé. Et je vous ai dit que tout le monde était inquiet. Le vernissage a eu lieu même une semaine après que l'œuvre a été construite. Et de ma vie, je n'ai jamais vu un vernissage aussi émouvant. Parce que ceux qui avaient permis que ça soit, qui avaient donné l'organisation, l'argent, le cadre, etc., étaient émus d'avoir fait quelque chose qu'on ne fait jamais. Et d'avoir osé le faire.